Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons consacrer au compte professionnel de prévention. Je me présente, je suis Vincent Garneau, donc je suis responsable régional du service développement durable à la CCI Occitanie. Et dans le cadre des partenariats que les CCI réalisent avec les partenaires de la prévention, on vous propose un webinaire aujourd'hui en partenariat avec les CARSAT Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et l'assurance maladie. Donc on est ensemble pour 1 heure pour traiter de ce sujet. Donc sur les points que nous allons voir aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur voilà l'origine du C2P, quels sont les salariés qui sont concernés par le dispositif, notamment en présentant les facteurs de risque professionnels. Euh, Quelles sont les obligations vous en tant qu'employeur et également les démarches que peuvent réaliser les salariés, notamment en cas de contestation pour ces déclarations. Enfin, vous verrez, on vous transmettra l'ensemble des contacts euh, pour échanger avec les CARSAT qui gèrent ce dispositif et notamment notre expert du jour, donc Vincent Racineau. Et à la fin, du coup, il y aura un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On pourra y répondre en fin de webinaire. Je laisse la parole du coup à Vincent Racineux qui va se présenter et qui va du coup nous expliquer plus en détail le compte professionnel de prévention. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Vincent. Bonjour à tous. Moi, je me présente. Donc, je suis Vincent Racineux. Je suis conseiller enquêteur pour le compte professionnel de prévention au sein de la CARSAT Midi-Pyrénées à Toulouse, au sein de la branche risque professionnel de l'assurance maladie. Et donc, comme on vient de vous l'exposer, je vais vous présenter les principales informations à retenir dans le cadre du dispositif du compte professionnel de prévention. Euh, Le C2P, en quoi ça consiste? Alors, le C2P, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé en 2014 lors du mandat de la présidence de François Hollande. À l'époque, ça avait été pour la réforme une des réformes des retraites sur l'avenir et la justice du système de retraite. Et c'était nommé plus précisément le compte pénibilité, avec une application au 1er janvier 2015. À l'époque, ce dispositif incluait 10 facteurs de risque. Euh, c'est la genèse du dispositif. Lors de l'élection du président actuel, Emmanuel Macron, euh, un de ses points de campagne était la réforme de ce compte pénibilité. Lors de son élection, ce compte pénibilité a été réformé dans un premier temps au niveau sémantique parce que le mot pénibilité était considéré comme négatif. Donc c'est devenu le compte professionnel de prévention et ce compte professionnel de prévention a été rapatrié en termes de gestion dans la branche de l'assurance maladie, risque professionnel, branche vraiment où il y a le service prévention. Auparavant, c'était géré par la branche vieillesse. Récemment, d'abord en 2017, quand il y a eu ce rapatriement et ces réformes, c'est passé de 10 facteurs à 6 facteurs que je vous présenterai dans les slides suivantes. Et récemment, en 2023, avec la toute dernière réforme des retraites, quelques modifications ont été apportées à ce dispositif, notamment sur les seuils associés aux facteurs. C'est et quelques petits ajustements au niveau des expositions des salariés. Voilà les principales réformes. Alors, quel est l'objectif de ce dispositif? L'objectif principal, c'est vraiment de contribuer à réduire les effets de l'exposition au risque professionnel. Comment? En favorisant la formation euh, professionnelle ou en réduisant le temps d'exposition. De deux façons, hein. Il y a l'utilisation d'un temps partiel, dont je vous expliquerai les modalités plus tard,
ou l'obtention de trimestres de retraite pour une anticipation du départ à la retraite. Quels sont les salariés qui sont concernés par ce dispositif? Les salariés concernés sont tous les salariés du régime général ou de la mutualité sociale agricole, ainsi que les employés par une personne publique, donc par l'État, qui ont un contrat de droit privé, donc ce qu'on appelle plus communément les contractuels. Deuxième condition, il faut que ces salariés aient un contrat d'une durée supérieure ou égale à 1 mois. Tout ce qui est inférieur, on ne peut pas déclarer les salariés. Il faut que ça soit aussi des salariés qui sont soit en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, ou alors les intérimaires ou les contrats spécifiques tels les apprentissages. Et comment on est déclaré? C'est l'employeur qui déclare les salariés et il déclare si le salarié est exposé à un ou plusieurs des facteurs sur les 6 facteurs en vigueur. Donc, quels sont ces facteurs de risque concernés par le compte professionnel de prévention? Comme vous pouvez le voir sur cette slide, il y en a 6. Le premier facteur, celui pour lequel il y a le plus grand nombre de salariés déclarés, il s'agit du facteur sur le travail de nuit. Alors, chaque facteur d'exposition se lie de la même façon avec une intensité et une durée. Pour chacun des facteurs, je vais vous détailler l'intensité et la durée prévues par les textes. Donc, je reviens sur le travail de nuit. Le facteur travail de nuit correspond aux salariés qui effectuent à minima 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin, et ça sur une durée minimale de 100 nuits par an. Alors, les 100 nuits par an, petite précision, ça a été modifié, c'est une des modifications de la réforme de 2023. Auparavant, c'était 120 nuits. Second facteur qui est assez similaire au précédent, c'est le travail en équipe successive alternante. Le travail posté, c'est-à-dire souvent on définit ça par le 2-8, 3-8, suivant les équipes, comment elles sont formées. Là, toujours de la même façon que pour le travail de nuit, il faut effectuer 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin, et ça sur une durée de 30 nuits par an. Troisième facteur du compte professionnel de prévention, un facteur où il y a peu de déclarations liées au secteur d'activité un petit peu, c'est pas original le terme que je vais employer, mais peu commun, c'est les activités en milieu hyperbare. Donc ça se mesure sur une intensité de 1200 hectopascales et sur excusez-moi, de 50 interventions par an. Souvent, on retrouve sur ce facteur les scaphandriers, les personnes qui travaillent aussi pour creuser les tunnels du métro, ou les infirmières qui travaillent avec les caissons hyperbares. Quatrième facteur sur le compte professionnel de prévention, le travail répétitif. Alors, c'est un facteur assez difficile, je le reconnais, pour les employeurs pour évaluer leurs salariés. Parce qu'il se calcule en fonction d'une intensité de soit 15 actions techniques ou 30 actions techniques, suivant les actions, suivant la durée des actions. Mais ça, s'il y a des difficultés, faut se rapprocher des QSE des entreprises ou des services de santé au travail ou bien des CARSAT, au service prévention, sur une durée minimale de 900 heures par an. Cinquième facteur, c'est les températures extrêmes. Donc pour ce qui est des températures extrêmes, l'intensité minimale, il faut que le salarié effectue son activité sur une température soit inférieure ou égale à 5 degrés ou supérieure ou égale à 30 degrés, cela sur une durée de 900 heures par an.
Alors pour ce facteur, ainsi que pour le suivant sur le bruit, ce qu'il faut bien avoir en tête avant de faire son évaluation, c'est que toutes ces mesures d'intensité sont à prendre en compte avec le fait qu'il faut ôter l'atténuation que permet les EPI, les équipements de protection individuelle et collective. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple par rapport aux facteurs dont je viens de parler, sur les températures extrêmes, un salarié qui travaille dans des installations réfrigérées, euh, lorsqu'on va étudier son exposition à ce facteur, on va regarder la notice d'utilisation de ces équipements de protection individuelle tels que la veste, l'habillement, pour calculer de combien cet habillement, cet équipement de protection individuelle, atténue ou protège en degrés contre la température. Donc, il faut bien avoir cette philosophie-là en tête pour ensuite évaluer ses salariés. Et c'est la même façon de procéder pour le bruit. C'est en notant l'atténuation que permet les équipements de protection individuelle, donc les bouchons d'oreille ou les casques. Et là, le facteur sur le bruit, il peut s'évaluer de deux façons. Si c'est un bruit constant de 81 décibels pendant 8 heures d'affilée, et ça sur une durée de 600 heures par an, ou alors 135 décibels de pic de crête, on appelle c'est des bruits intenses, et ça 120 fois par an. Donc voilà les 6 facteurs qui sont inclus sur le compte professionnel de prévention. Donc en tant qu'employeur, quelles sont vos obligations? Alors l'employeur, sa première obligation, c'est d'évaluer ses salariés. L'évaluation des salariés, elle est annuelle. Donc elle se fait donc une fois par an pour tous les salariés qui ont un contrat supérieur ou égal à un mois. Donc plus en détail, l'évaluation se fait en moyenne sur l'année dans les conditions habituelles de travail en fonction des seuils que je viens de vous exposer. Et comme je vous l'expliquais, après application des mesures de protection individuelle et collective. Lorsque l'employeur a évalué chacun des salariés qu'il estime exposés, il déclare ces salariés. Il les déclare via la DSN, par période d'exposition, qui est couverte par le contrat. La période d'exposition à déclarer via la DSN se fait entre le 5 et le 15 janvier 2025 pour les contrats encore effectifs sur l'année précédente, et le 5 et 15 janvier du mois suivant pour les fins de contrat qui se terminent sur l'année en cours. L'employeur peut corriger en défaveur du salarié jusqu'au 5 et 15 avril suivant l'année d'exposition. En faveur du salarié, il a jusqu'à 3 ans pour faire des DSN rectificatives. Pour votre information, la rubrique, je ne le connais pas par cœur, la rubrique DSN pour déclarer le compte professionnel de prévention, c'est la S21.G00.34. Je pourrais le répéter si besoin. Et il y a des contacts qui permettent d'accompagner dans ces déclarations. Donc, il y a un site internet, le compte professionnel de prévention, je reviendrai dessus après, un numéro de téléphone, une plateforme téléphonique 3682 et l'espace employeur sur Net Entreprise. Pour ce qui est des salariés exposés, vous pouvez avoir des questions de vos salariés, donc c'est pour ça que je le présente aussi. À quoi leur sert ce compte? Alors, ça leur permet d'obtenir des points. Par période d'exposition de 3 mois, donc par trimestre, 1 point par facteur d'exposition. Donc l'exposition à un facteur sur un trimestre équivaut à 1 point. Donc un salarié exposé à un seul facteur sur toute l'année, 4 points. Ainsi de suite, exposition à 2 facteurs, 8 points sur l'année, 3 facteurs, 12 points sur l'année. Chaque année, ce compte il est alimenté par les points consécutivement au DSN que vous faites remonter. Et les bénéficiaires, ils peuvent cumuler des points tout au long de leur carrière. Ça aussi, ça fait partie d'une des dernières réformes suite à la réforme des retraites de 2023. Auparavant, c'était limité à 100 points. Maintenant, c'est illimité.
Et ensuite, le compte, il est clos au moment du départ à la retraite du salarié ou bien à son décès. Le salarié, il a la possibilité de contester son nombre de points acquis, soit en l'absence de déclaration ou s'il estime une mauvaise déclaration, dans les 2 ans qui suivent l'année d'exposition. Quelles sont les modalités d'utilisation des points pour ces salariés? Alors, il y a 2 modalités qui sont assez proches et qui sont priorisées par le dispositif. C'est le financement de l'action de formation professionnelle et le financement de la reconversion professionnelle. Elles sont très similaires. Ce qu'il faut savoir, c'est pour vous en tant qu'employeur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un point de formation, un point, pardon, du compte professionnel de prévention, ça correspond à 500 € qui vient abonder le CPF du salarié. Et si le salarié souhaite se servir de ces points dans le cadre d'une formation professionnelle ou d'une reconversion, le salarié doit se rapprocher du conseiller en évolution professionnelle, d'un conseiller en évolution professionnelle. Une autre utilisation est l'aménagement du temps de travail pour le salarié. En effet, suivant le nombre de points qu'il a, le salarié peut bénéficier d'un temps partiel sur un temps donné, d'un temps partiel de entre 20 et 50% de son diminution de temps complet, payé à temps complet. Et le différentiel, pour vous en tant qu'employeur, vous est remboursé par le dispositif, par le compte professionnel de prévention. Et la dernière utilisation, et qui est celle qui est la plus utilisée et la plus connue actuellement, c'est l'anticipation du départ à la retraite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'utilise par bloc de 10 points. Et 10 points correspond à un trimestre sur le compte du salarié, le compte retraite, la carrière, et dans un maximum d'utilisation de 8 trimestres, soit 2 ans, ce qui correspond à une anticipation maximale de 2 ans comparé à l'âge de départ légal. Et petite précision, oui, les 20 premiers points sont réservés pour les actions de formation. La campagne de relevé de points, elle est diffusée chaque année au plus tard le 30 juin. Les salariés qui ont été exposés et déclarés par leurs employeurs reçoivent un relevé de points sur leur espace personnel si l'espace est actif de leur côté. Si cet espace n'est pas actif, ils le reçoivent via courrier, via les informations qui sont indiquées, que vous indiquez dans les DSN. Qu'est-ce qui figure sur ce relevé de points? Bien évidemment, le nombre de points acquis sur l'année exposée, la période d'exposition sur laquelle l'employeur a déclaré et le ou les facteurs pour lesquels l'employeur a déclaré le salarié. Là, j'ai ajouté un passage sur la procédure de contestation par le salarié parce que vous pouvez y être confronté. Vous allez le voir, dans le cadre de la procédure, il y a une phase amiable. Et la phase amiable, vous y êtes concerné directement. Donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le salarié peut effectuer une réclamation pendant 2 ans suivant l'année d'exposition. Donc là, sur l'exemple qu'il y a que vous avez à l'écran, le salarié il peut faire une réclamation sur son exposition 2021 jusqu'en décembre 2023. Donc, cette année, en 2025, le salarié peut faire des réclamations à partir de 2023, 2023-2024. Comment ça fonctionne? C'est là que vous pouvez être sollicité. En cas de désaccord avec son nombre de points, le salarié, il faut qu'il sollicite obligatoirement un échange avec son employeur. Si aucun accord n'est trouvé, le salarié, il doit porter sa réclamation devant son employeur par courrier ou par mail. Pourquoi? Parce qu'après, s'il n'y a pas de réponse satisfaisante ou s'il n'y a pas de réponse tout court, le salarié il peut saisir les services de la CARSAT. Et là, pour que sa réclamation soit jugée recevable par nos services, on va demander au salarié une preuve qu'il y a eu cette contestation, cette phase amiable dans un premier temps. Sinon, sa réclamation est irrecevable.
Et lorsque le dossier il est jugé recevable, c'est la CARSAT de Bretagne qui a mutualisé la gestion du dispositif, la CARSAT de Rennes. Là, la réclamation est dispatchée au niveau pour le moment, 8 conseillers enquêteurs qu'on est sur toute la France pour qu'il y ait une investigation de notre part et vérifier justement l'effectivité et l'exhaustivité de la déclaration de l'employeur. Toujours les mêmes contacts. Sur ce document-là, c'était pour vous indiquer, ça reprend ce que je viens de vous expliquer, mais qu'il y avait aussi des délais réglementaires. Donc, il y a 2 mois entre le moment où le salarié saisit son employeur de façon amiable. Si sous les 2 mois, il n'y a pas de réponse de son employeur ou la réponse est insatisfaisante, là, il peut saisir les services de la CARSAT dans les 2 mois, toujours. Et à partir de ce moment-là, lorsque le recours du salarié est jugé recevable par la CARSAT, le conseiller enquêteur, comme moi, a 6 mois pour effectuer une enquête sur pièce ou 9 mois une enquête sur place. Qu'est-ce qui détermine l'enquête sur pièce ou sur place? C'est souvent les facteurs investigués. Pour enquêter sur le travail répétitif, on doit se déplacer généralement pour observer le salarié sur son poste de travail. Donc, on a un peu plus de temps. Et comment ça se passe, ces enquêtes? Pour faire simple, moi, quand je reçois une réclamation, je questionne le salarié et l'employeur, les deux parties. Je leur demande un certain nombre de documents. Je récolte les informations. Je fais un rapport d'enquête que je présente devant une commission d'administrateurs de ma CARSAT. Et cette commission donne un avis qui, par la suite, est suivi ou pas, parce que ça dépend de la responsabilité de la direction de la CARSAT. Et il faut savoir et ensuite cet avis est donné auprès de l'employeur et du salarié. Et l'employeur, en cas d'insatisfaction, peut contester auprès du tribunal judiciaire dans les 2 mois. Quelle est l'offre de service correspondante au compte professionnel de prévention? Elle est diverse. Il y a bien sûr le compte professionnelprévention.fr, donc le site internet avec de nombreuses informations sur l'évaluation, l'utilisation des points. Il est fait de façon à ce qu'il y ait 2 portes d'entrée, si je peux dire. Il y a le versant salarié et le versant employeur avec des informations différentes suivant le profil que l'on a. Après, il y a une plateforme, le 3682, un service gratuit qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Il y a des informations, bien sûr, via le relevé de points annuel. Et il y a l'espace personnel, si l'entreprise, au compte de l'entreprise, ou si le salarié a créé et ouvert son espace personnel qui permet l'utilisation de points ou la possibilité de poser des questions aussi en ligne auprès de la plateforme. Et moi, j'interviens pour la région Occitanie, donc pour les 2 CARSAT que sont la CARSAT de Languedoc-Roussillon et la CARSAT de Midi-Pyrénées. Et là, vous avez mes coordonnées. Je vais laisser la parole à Très bien. Vincent. Ben, merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation complète. Donc, il y a eu quelques questions. On va y revenir tout de suite. Avant, je vous présente en fait voilà, les séries de webinaires qu'on vous propose. Donc le prochain, en tout cas, sur le programme de rendez-vous sécurité, il sera consacré à la prévention des RPS. On a également, ça sera mis à jour dans le support le même jour, en fin de matinée, donc à 11 heures, un webinaire qui sera consacré au nouveau texte en lien avec la canicule. Et ensuite, sur le second semestre, on aura voilà, un webinaire sur la QVCT, l'attractivité et la prévention des risques professionnels. Avec chaque fois, on essaye de garder notre fil rouge, un peu un rappel, on fait un rappel réglementaire en lien avec la thématique. On essaie d'avoir un témoignage d'entreprise pour présenter en fait ce qu'elle a pu mettre en place. Ceci est complété par un expert sur de la méthodologie, des outils qui peuvent vous aider.
Et puis ensuite, voilà, on reprécise les aides et les acteurs mobilisables avant de vous laisser la parole pour poser vos questions. Sur le même principe, donc, on avait fait un webinaire donc, sur les incitations financières au mois de mai. Là, aujourd'hui, on vous présente le compte professionnel de prévention et on présentera du coup en septembre quelque chose sur comment réussir l'accueil en fait de personnes intérim puisque c'est des personnes qui sont plus vulnérables. Voilà, je rappelle juste en fait que vous pouvez contacter votre CCI territorial pour participer à nos divers ateliers, donc soit sur l'évaluation des risques professionnels avec l'outil OIRA, ou l'évaluation du risque chimique avec l'outil CERICH. Et on a également des ateliers qui sont proposés dans le cadre du PRST, en fait, plus localement sur différents risques, que ce soit le risque routier. Et là, la semaine prochaine, du coup, on organise un atelier sur la prévention des risques psychosociaux avec la démonstration de la maladie RPS. Donc ça, c'est le 19 donc, sur Montpellier et sur Toulouse le 17. On a un atelier de prévention des addictions. Voilà, vous avez dû voir passer les invitations. Sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCI territoriale si vous souhaitez y participer. Je vous propose maintenant de passer au temps d'échange. Du coup, voilà, on a eu deux questions. Donc, on a fait une présentation qui était assez succincte, mais très complète volontairement. Le but étant de laisser place aux questions en suivant. Donc là, si je vais peut-être recaler la slide en fait qui nous intéresse, puisque les deux questions portaient en fait sur les facteurs de risque et comment en fait les interpréter. Voilà, on y est, j'espère que c'est calé pour tout le monde. Donc il y avait deux questions, donc une qui concernait le travail de nuit, donc c'était le point qui avait été abordé en premier. Donc la question est la suivante, donc concernant le travail de nuit, ce n'est donc pas un nombre d'heures, mais si le salarié par exemple donc ça va être travail, et donc un mot, pardon, de minuit à 1 heure du matin, et ce, 100 fois par an. Peut-être quelques précisions, Vincent. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est pas le nombre d'heures, mais s'il y a à minima 1 heure de travail entre minuit et 5 heures, donc effectivement, si le salarié il travaille que de minuit à 1 heure du matin, mais qu'il effectue cette activité à minima 100 fois sur l'année, il doit être déclaré exposé au facteur travail de nuit. Très bien. Donc, pour le compléter le même exemple, quelqu'un qui commencerait son poste donc avant 5 heures, si c'est 4, par exemple 4 heures avec un minimum de 1 heure, dans le C'est ça. même cas, du coup, il faudrait Oui, déclarer. oui, c'est ça. Tout à fait. Alors parfois, on a un petit peu, c'est un peu contre. Mais moi, par exemple, quand j'étudie les réclamations des salariés pour ce facteur-là, je demande les plannings et parfois les badgeages suivant le système qu'il y a dans les entreprises. Et c'est vrai que suivant les horaires de badgeage, il suffirait que quelqu'un commence, si je peux dire, qu'à 4h30 du matin. Ben là, il ne peut pas être exposé, alors que quelqu'un qui commence à 4 heures, il y a 1 heure de travail entre minuit et 5 heures, et il est exposé. Très bien. Un petit peu, voilà. On continue sur le même principe avec des précisions, donc sur là, peut-être plus du technique sur le calcul, notamment pour les températures. Donc, comment calculer l'atténuation des équipements, comme une doudoune, pour du travail extérieur. Pour le travail extérieur, je prends oui, l'exemple d'une doudoune. Alors, parfois, c'est indiqué sur les étiquettes à l'intérieur des équipements, ou alors avec la marque, en cherchant sur Internet, c'est référencé il y a des sortes de notices d'utilisation. D'accord. Mais justement, ça, enfin, c'est intéressant de creuser un peu ces questions sur peut-être nous éclairer, éclairer les participants sur en fait où trouver les données peut-être sur ces facteurs de risque. Hein. Bien sûr. Parce que voilà, je m'aperçois au fil des questions, en fait, avec le recul et l'expérience, peut-être c'est intéressant de donner comme ça par horaire de travail ou sur, ben voilà, sur les milieux hyperbares. Ben, en gros, où est-ce qu'on peut avoir l'info peut-être au niveau employeur, qu'est-ce qui est facile de rechercher.
Bah, les horaires de travail, après, en tant qu'employeur, je pense qu'au niveau des services RH, en regardant les plannings, ils ont une idée généralement assez fine hein, sur leur. Je suis vraiment sur les deux facteurs où il y a les horaires, hein, le travail de nuit et le travail en équipe successive alternante. Moi, c'est généralement sur les plannings hein, que je vais chercher. Les activités en milieu hyperbar, c'est un peu spécifique. Alors, j'ai pas trop d'expérience sur le domaine, mais je sais que dans les documents uniques d'évaluation des risques et puis sur les fiches techniques, lors des interventions, il y a marqué sur lors des interventions sous terre, si je peux dire, ou alors sous mer. Par contre, sur les caissons hyperbares dans les hôpitaux, il est indiqué à combien ils sont soumis en hectopascal, les salariés. Et après, il faut compter le nombre d'interventions. Et oui, les informations alors pour le travail répétitif, c'est pas évident. Faut se rapprocher souvent des QSE au sein des entreprises, de la médecine du travail ou des ergonomes pour se faire aider sur le calcul des nombres d'actions techniques. Mais euh, moi, par expérience, le travail répétitif, c'est vraiment sur des entreprises où il y a du travail à la chaîne. La première question que je pose aux salariés quand ils ont une réclamation sur le travail répétitif, c'est vraiment si, lorsqu'ils sont sur leur chaîne de production, lorsqu'ils ont besoin d'aller aux toilettes ou de faire une pause, si ça nécessite l'interruption de la chaîne de production, là, on peut considérer que c'est du travail répétitif. Si ça ne le nécessite pas, c'est exclu de la définition. Donc, ça permet de se faire une bonne idée déjà. Et pour ce qui est des températures, euh, voilà, c'est avec du mesurage. C'est de mesurage fait par la médecine du travail ou les services de prévention ou la DRITS, suivant et pareil pour le bruit avec les cartographies de bruit dans certaines usines ou dans des lieux bruyants. Voilà. Et Je sais pas on si couple c'est ça du coup avec les équipements et les informations qu'on peut retrouver sur les exactement, équipements. exactement. Donc là, il faut se rapprocher des fournisseurs souvent pour Les avoir les données fournisseurs techniques. ou oui, quand je vois pour le bruit, par exemple, bien souvent les bouchons d'oreille, ils sont livrés avec une notice d'utilisation et à l'intérieur, il y a marqué l'atténuation que ça permet. Merci pour ces précisions, Vincent. Du coup, on a deux nouvelles questions. Donc, on refait le lien avec les jours de travail, je pense, ou les heures de travail de nuit. Euh, donc, les jours d'exposition ne sont nécessairement pas consécutifs. Je Non, pense qu'on c'est avait sur déjà l'année. répondu, mais C'est en voilà. cumul sur l'année. Vous prenez un planning du 1er janvier, alors pour quelqu'un qui travaille toute l'année, bien sûr, du 1er janvier au 31 décembre. À partir du moment où il y a une heure de travail entre minuit et 5 heures du matin, il faut compter le nombre de fois où c'est produit. Et donc, en termes de recensement, du coup, il y avait une question. Est-ce que c'est un petit peu comme les maladies professionnelles, des tableaux qui récapitulent en fait un état qui préciserait est-ce que tel Non, métier est soumis à tel non. risque? Est-ce que là, Il y c'est a, le cas? il y a quelque chose similaire, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais il y a certaines branches professionnelles qui ont signé des accords de branche. Et là, c'est à vous de vous rapprocher de vos organisations intersyndicales parce qu'il y a de mémoire, je crois que c'est une quinzaine de branches qui ont signé des accords de branche au moment de la création du dispositif et qui référencent si tel ou tel métier sont soumis à, à tel ou tel facteur. Pas tout à fait comme les maladies professionnelles parce que je travaille aussi à côté au sein du service tarification, donc je connais les maladies professionnelles. Mais si on peut faire le parallèle, oui, il y a certaines branches interprofessionnelles qui ont des accords de branche signés qui permettent de définir s'ils sont soumis à tel ou tel facteur. Eh bien, bah, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en attendant que peut-être quelqu'un en pose une, je vais juste lancer notre traditionnel questionnaire de satisfaction, voilà, donc dans lequel, en fait, si vous avez des questions complémentaires,
On va pouvoir vous accompagner. Donc, j'ai rajouté une petite case. Donc, n'hésitez pas à en fait préciser votre mail parce que suivant comment vous êtes inscrit, forcément, on ne vous retrouve pas tout le temps. Donc, pensez à rajouter votre email si vous souhaitez être recontacté. Et du coup, logiquement, le questionnaire a dû arriver dans votre espace conversation, a dû s'afficher sur votre écran. Et du coup, on repasse sur les questions parce que j'ai vu qu'il y en avait une qui était arrivée. Voilà, je vais peut-être me recaler sur la slide qui nous intéresse, puisqu'on est question sur le bruit du coup. Alors, est-ce qu'il est possible de reprendre les temps d'exposition au bruit? Donc, Oui. 81 décibels pendant 8 heures, cela veut-il dire qu'il faut avoir travaillé 8 heures d'affilée à 81 décibels? Oui ou non? Le parallèle avec les 600 heures par an, est-ce un critère supplémentaire ou pas? Et si le seuil de 135 décibels du coup est dépassé 120 fois par an, sans notion de durée. Ah oui, effectivement, bah, je vais reprendre, mais effectivement, c'est bien ça. Pour ce qui est des décibels A, euh, il faut que la personne soit dans un environnement de travail soumis à 81 décibels pendant 8 heures, donc sur globalement une journée de travail, et ça sur 600 heures sur l'année. Alors c'est vrai que là, je vais parler par expérience, compte tenu de les organisations de travail, c'est rare qu'il y ait des salariés qui soient soumis total, parce que souvent ils changent ça arrive quand même qu'ils changent de poste de travail ou d'endroit. Mais moi, quand j'ai une réclamation dans ce cadre-là, je demande une cartographie de mesurage du bruit sur le lieu géographique hein, où travaille le salarié. Et suivant certains postes de travail, parfois ça dépasse ou pas les 80 décibels. Et bien sûr, je prends en compte les EPI. Et le critère pour les décibels C, c'est vraiment des pics de crête. Donc, c'est des bruits à 135 décibels, mais comme un impact, en fait, si vous voulez, un bruit qui n'est pas constant. Et là, il faut que ce bruit-là soit 120 fois dans l'année. Il n'y a plus la notion d'heure sur ce bruit-là. Oui, on peut penser à un déclenchement de machine ou C'est tout à fait que, voilà, voilà, donc bon, ça veut dire 120 fois par an, c'est bon, enfin voilà, on y évite parce qu'en gros, si c'est déjà une fois par jour, le seuil est dépassé, quoi. tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? On vous laisse un petit temps, voilà, on se laisse encore une minute pour vous, s'il y en a qui souhaitent poser une dernière question. Voilà, et sinon, comme je l'ai précisé, en fait, vous avez la possibilité de nous recontacter. Vous avez également les contacts de Vincent qui pourra Oui, oui, bien sûr. passer quelque chose. Bon, bah, écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, donc on va pouvoir conclure, hein, voilà. On vous répondra par mail du coup si vous avez des questions qui viennent a posteriori. Donc, ben, merci pour votre présence et votre participation. Voilà, merci beaucoup. Ah, voilà. On a la dernière question qui arrive sur le fil, donc on va la prendre. Est-ce qu'un apprenti est concerné par le facteur de risque? Donc, je vais remettre la slide du coup. Je pense que c'est celle-ci qu'il faut. Non, c'était juste Pardon. avant. Mm. Pardon. C'était C'est dans celle-là. celle-là, Voilà. tout à fait. Donc, oui, comme le précise la slide, les contrats d'apprentissage en font partie. Oui. Donc voilà, il suffit que le contrat dépasse un Un mois, mois. tout à fait. Très bien, bah, écoutez, merci pour votre présence. Merci du coup à Vincent pour cette présentation. Et bah, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.